Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire qui est consacré aux résultats génétiques. Je vous rappelle que ce webinaire, ces webinaires ASV font partie d'un cycle, qu'il y a déjà eu deux webinaires de proposés. Le premier sur les notions de génétique en santé animale et le deuxième était consacré au prélèvement du processus de commande, de la réalisation à l'envoi du prélèvement. Donc, une fois que le prélèvement a été envoyé, il est réceptionné chez Antagène, d'où le topo d'aujourd'hui sur le résultat génétique. Ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude, donc de fermer les micros en début de session et de les réouvrir éventuellement à la fin s'il y a des questions. Vous avez toujours la possibilité d'intervenir en m'envoyant des petits messages privés et je répondrai aux questions s'il y en a en cours de route. Donc, comprendre un résultat génétique. Tout d'abord, le résultat, les délais vont commencer à partir du moment où nous avons réceptionné votre prélèvement au laboratoire. Vous en serez informé, ainsi que le propriétaire, par email. À partir de cet email de réception, cela signifie que le prélèvement va pouvoir rentrer dans notre cycle de production et que là, le décompte du temps va pouvoir se faire. Tant que vous n'avez pas reçu cet email, cela signifie que votre prélèvement n'est pas arrivé à Antagène. Je le précise parce qu'on peut avoir parfois des problèmes avec la poste qui met du temps à acheminer les prélèvements. On vous fournit bien une enveloppe T, mais idéalement, si vous pouvez faire un envoi suivi, on sait que ça améliore grandement les délais de la poste. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Si vous pouvez faire, faites-le. Surtout lorsque c'est un résultat que vous attendez assez urgemment. Dans la majorité des cas, ça se passe bien avec la poste, mais quand même, on a parfois des délais très très longs de la poste et ça, la seule façon pour l'instant qu'on ait trouvé d'y remédier, c'est en faisant des envois suivis. Pour suivre votre dossier, vous par contre, une fois que le prélèvement a été reçu, vous pouvez aller sur votre compte Antagène. Donc c'est l'email du vétérinaire préleveur ou de la clinique, hein, tout dépend ce que vous avez noté sur le certificat de prélèvement. Et ensuite, évidemment, vous allez avoir donc votre adresse mail et un mot de passe pour pouvoir accéder à votre compte. On en avait déjà parlé dans le précédent topo. Le résultat vous sera envoyé en PDF par email. Donc là, ensuite, deux options possibles qu'il faut cocher au moment sur le certificat de prélèvement. Soit c'est un envoi qui est réalisé uniquement au vétérinaire. Dans ce cas-là, c'est au vétérinaire ensuite ou vous, ASB, d'imprimer une copie de ce résultat et de le transmettre au propriétaire, tout en lui expliquant évidemment les tenants et les aboutissants de son résultat. Sinon, vous avez l'option envoyer au propriétaire et au vétérinaire en même temps. Dans cette formule-là, de toute façon, je vous conseille de rappeler quand même le propriétaire pour être sûr qu'il ait bien compris son résultat. Le certificat de résultat comprend des éléments techniques qu'un propriétaire non aguerri ne peut pas comprendre. Donc, c'est bien à vous de lui réexpliquer son résultat. Enfin, une dernière option, j'en parle rapidement, c'est une option qui est payante, qui est l'option d'envoi du résultat par courrier postal. Pas grand intérêt, si ce n'est pour des personnes qui n'auraient pas d'imprimante et qui voudraient un résultat papier. Au niveau de nos délais, donc pour les maladies les plus courantes, on est autour de 5 à 10 jours. Pour les autres tests génétiques, on sera autour de 15 jours. Pourquoi une variabilité entre 5 à 10 jours pour les plus courants? Tout simplement parce que cela va dépendre du cycle de production. Si votre prélèvement arrive par chance la veille d'un nouveau cycle de production, euh, votre prélèvement partira tout de suite en production et dans ces cas-là, on sera sur des délais plus courts. Si malheureusement votre prélèvement arrive le lendemain d'un jour de production, dans ces cas-là, il va falloir attendre la production et passer à la deuxième production qui arrivera quelques jours après. Dans ces cas-là, vous aurez des délais un petit peu plus longs. Ce qu'il faut bien comprendre malheureusement, c'est que dans un cycle de production, on va avoir des délais incompressibles. Il y a des techniques qui ne peuvent pas être réduites en temps. S'il faut 24 heures pour faire une manipulation, le laboratoire ne pourra pas faire cette manipulation en 6 heures, par exemple. Ce n'est pas possible.
Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas vous rendre un résultat, même urgent, en 24 heures sur des tests génétiques. Ce n'est pas possible. Vous pouvez toujours appeler au laboratoire pour savoir quand est-ce que démarre un cycle de production, ce qui vous donnera une indication sur les délais. Mais on ne peut pas, en cours de production, intégrer un tube qui arrive comme ça, ne serait-ce que pour la traçabilité, ce n'est pas possible. Donc voilà, je le précise pour bien que vous compreniez pourquoi on est parfois à 5 jours sur un résultat et parfois à 10 jours, tout simplement à cause de nos cycles de production. Donc le certificat de résultat se présente comme suivant. Vous allez avoir deux parties. La première partie en haut qui concerne plus les informations liées au propriétaire et à l'animal, et celle du bas, vous verrez sur le résultat en lui-même. Donc les informations du propriétaire, tout simplement les coordonnées. Sur l'animal, élément important, donc le nom et la race de l'animal, son numéro d'identification qui est forcément très très important puisque c'est ce qui va permettre l'authentification du prélèvement. Et on vous demande également une date de naissance. Ce sont des éléments nécessaires et obligatoires pour obtenir un certificat de résultat. Au niveau du prélèvement, les informations sont notées ici. On vous rappelle quel type de prélèvement, le numéro de prélèvement. Je vous rappelle que c'est celui qui est inscrit sur le tube que vous avez utilisé pour réaliser le prélèvement. Et les informations du vétérinaire. Donc, numéro du préleveur, c'est son numéro d'ordre, c'est le numéro d'ordre du vétérinaire, qui est également obligatoire pour une authentification de résultat. Enfin, quelques éléments liés au dossier. Un élément qui peut être important, c'est ce code résultat que vous pourrez utiliser pour vérifier la véracité d'un certificat génétique. On y reviendra. On a mis en place donc un logiciel qui vous permet de vérifier un résultat. Donc, c'est ce code-là, c'est le code résultat qu'on vous demandera. Voilà, pas d'informations plus importantes sur cette partie-là. Ce qui vous intéressera le plus, c'est évidemment la deuxième partie qui, pour le coup, est vraiment liée au résultat de votre prélèvement. Donc, juste une petite information, un résultat génétique est valable à vie. Que vous ayez fait le prélèvement à 2 semaines ou que vous l'ayez fait à 8 ans sur un animal, son résultat génétique est le même. L'ADN de l'animal ne change pas en cours de route. Donc ça, c'est important et ça fait une grosse différence par rapport à un résultat clinique qui, lui, va pouvoir varier en fonction de l'état de santé de l'animal. Donc là, pareil, hein, c'est pas parce qu'on voit arriver un animal qui est en apparence sain que ce n'est pas un animal qui pourra être homozygote muté qui développera une maladie. Donc ici, dans notre exemple, hein, dans le certificat de résultat, on vous rappelle la maladie recherchée, ici le syndrome de chute épisodique. On vous rappelle le résultat brut génétique, ici hétérozygote. Et enfin, ce qui vous intéressera peut-être le plus, c'est l'interprétation de ce résultat. Donc ici, on vous dit bien que c'est une maladie récessive. C'est expliqué dans la partie explication. On vous rappelle le gène recherché, que ce test ne fonctionne que dans la race Cavalier-King Charles et le mode de transmission de la maladie. Donc une fois que vous savez si vous êtes en mode récessif ou une maladie dominante, l'interprétation va être différente. Ici, c'est une maladie récessive, donc l'animal ne développe pas le syndrome de chute épisodique. Par contre, il va bien transmettre la mutation statistiquement à 50% de sa descendance. Donc ça, c'est l'information que vous allez devoir expliquer au propriétaire et lui dire, ben voilà ce qui se passe une fois qu'il a son résultat, quelles sont les conséquences sur la santé de son animal. Donc voilà, ce sont les 3 éléments importants, le résultat brut, l'interprétation qui va pouvoir être faite sur ce résultat brut. Et ici, on vous rappelle quelle est la mutation qui a été recherchée et surtout, on vous dit bien les tenants et les aboutissants de cette recherche de la mutation. Voilà, c'est un test qui ne fonctionne que pour la recherche du gène BCAN du Cavalier-King Charles. Elle ne marchera pas sur un autre gène, sur une autre race. Voilà, donc pour cette deuxième partie de résultats. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer au niveau du résultat génétique? En quoi le certificat m'est utile? D'une part, pour une reconnaissance officielle du résultat. Il ne suffit pas qu'un propriétaire dise à un acquéreur, ben voilà, hein, je vous ai vendu un chiot et je vous assure,
ce chiot est indemne d'une maladie génétique, par exemple l'ataxie cérébelleuse. Ne vous inquiétez pas, tout est OK. Non, ça ne suffit pas. Il faut remettre un certificat génétique en papier à l'acquéreur du chiot ou du chaton. C'est important. Une fois que le propriétaire a ce document en main, il a la possibilité d'aller vérifier la véracité de ce résultat. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un logiciel, donc verif.antagène.com. Vous allez entrer le code résultat et le propriétaire de l'animal va pouvoir vérifier si le certificat qu'il a entre ses mains est juste. Il arrive parfois que des vendeurs trafiquent leurs résultats pour mieux vendre leurs animaux. C'est très rare, on est bien d'accord, mais voilà, ça peut arriver, d'où la mise en place de ce logiciel-là pour vérifier un résultat. Il peut y avoir aussi, ça arrive très rarement, nos tests sont fiables à 99%, mais il peut y avoir aussi des erreurs sur nos résultats, ça nous est arrivé. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, il faut nous faire remonter cette information et de toute façon, on retrouve toujours la cause de l'erreur. C'est soit une erreur au moment du prélèvement, soit une parenté qui n'était pas la bonne. Quoi qu'il en soit, ce sont des cas extrêmement rares. Ce qui permet de nous dire, c'est qu'on a très très peu de remontées et de toute façon, comme je vous le disais, on a toujours la possibilité de retrouver s'il y a eu erreur. Les cas de faux positifs, de vrais faux positifs sont très très rares. Voilà, donc je le précise là maintenant. Enfin, comme je vous disais, le résultat génétique, c'est le document essentiel et j'allais dire même obligatoire lors de la vente d'un animal, d'un éleveur à un particulier. Je reviendrai sur cette notion d'éleveur parce que quand je dis éleveur, ce n'est pas forcément un éleveur professionnel, mais vous verrez, toute personne qui fait une portée doit normalement déclarer sa portée et devient considérée comme éleveur. Le prérequis pour que ce résultat génétique soit officiel, je le rappelle, mais je pense que vous commencez à le savoir, donc je le répète souvent, il faut que le prélèvement soit réalisé par un vétérinaire qui va authentifier le prélèvement en vérifiant l'identité de l'animal prélevé. Donc voilà, cette notion, je la répète souvent, mais elle est essentielle dans le cadre d'une analyse génétique, à la différence des analyses biologiques où on ne vous demande pas cette authentification. Donc finalement, à quoi va servir pour un vétérinaire ou en clinique un résultat génétique? D'une part, dans le cadre d'un diagnostic, vous avez reçu en consultation un chiot ou un chaton avec des symptômes cliniques. Vous avez pensé à une maladie génétique. Le vétérinaire va donc demander un test génétique, réaliser le prélèvement et le résultat va lui permettre de confirmer ou au contraire d'infirmer un diagnostic. L'intérêt de ça, c'est que si le diagnostic a été confirmé grâce au test génétique, le vétérinaire va pouvoir prendre en charge immédiatement l'animal. À l'inverse, dans ces investigations, le test génétique va lui permettre d'écarter peut-être une maladie génétique et de se dire « Ok, c'est pas ça, je continue les investigations, je m'oriente vers autre chose ». L'autre partie importante, ça va être dans le dépistage précoce. Vous avez demandé donc, sur un animal un dépistage précoce avant même les premiers symptômes cliniques. L'intérêt du résultat, ça va être pour vous d'expliquer au propriétaire les tenants et les aboutissants du résultat. Je pense en particulier aux animaux hétérozygotes, bien expliquer ce qui va en advenir de l'animal, que ce soit au niveau de la santé, si c'est pour de la reproduction, etc. Donc on est bien d'accord, c'est pas parce qu'un animal arrive a priori sain à la clinique qu'il est forcément homozygote normal. Non, c'est un animal qui peut être homozygote muté et qui développera un jour les symptômes de la maladie. Et donc là, vous aurez tout un travail d'explication à faire au propriétaire sur la santé de son animal. Enfin, dernier cas, c'est celui du conseil à la reproduction. Le résultat génétique va vous permettre d'orienter le choix d'un reproducteur, que ce soit pour un propriétaire qui veut faire une petite portée ou sur l'éleveur professionnel. Mais disons que les éleveurs professionnels connaissent bien les résultats génétiques et sont à même après de faire leur choix de reproducteur. Là, je parle plus dans le cas du particulier qui voudrait faire une petite reproduction
avec son animal préféré. Au niveau des résultats, donc on arrive, à l'information essentielle. Donc je vous rappelle bien qu'il faut se positionner soit maladie récessive, soit maladie dominante. Ici, on est face à la maladie récessive. Donc dans ces cas-là, 3 statuts génétiques, homozygote normal, tout va bien, 2 allèles normaux, l'animal ne développe pas la maladie, ne la transmet pas. Hétérozygote. Donc là, la situation génétique diffère un peu. On a un allèle normal et un allèle délétère. L'animal ne développe pas la maladie puisque c'est l'allèle normal qui va dominer, mais par contre, il la transmet quand même à 50% de sa descendance, c'est-à-dire qu'il va transmettre à 50% son allèle délétère. Le cas de l'homozygote muté, dans ces cas-là, on a 2 allèles délétères, donc l'animal va développer la maladie et la transmet en plus à 100% de sa descendance. L'âge d'apparition, je vous le rappelle, on ne peut pas le prédire, l'âge d'apparition de la maladie. On sait que c'est un animal qui va développer la maladie. Sur notre site, de toute façon, on vous donne toujours une tranche d'âge d'apparition de la maladie. Je pense à NCLA, donc la taxie cérébelleuse, on sait que c'est entre 18 mois et 3 ans. Donc certains chiots vont les déclarer, voire même des fois à 12 mois, et puis d'autres ne les déclareront qu'à 2 ans ou plus tard 3 ans. Donc voilà, c'est une tranche d'âge qu'on vous donne, mais on ne pourra pas vous dire, eh ben voilà, il est homozygote muté, à l'âge de 18 mois pile poil, votre animal va développer les symptômes. Donc non, ça ce n'est pas possible. Donc en jargon plus courant, on va dire que l'homozygote normal est sain, l'hétérozygote porteur sain et l'homozygote muté atteint. Voilà, donc je précise bien cette notion de porteur sain. Elle est vraie dans le cas d'une maladie récessive. Dans le cas d'une maladie dominante, finalement, il n'y a qu'un statut qui va changer, c'est le cas de l'hétérozygote. Les 2 autres ne changent pas, l'homozygote normal est en bonne santé, il ne transmet pas. L'homozygote muté, lui, c'est un animal qui va développer et transmettre à 100%. Le cas de l'hétérozygote, comme tout à l'heure, la situation génétique est la même, il a bien un allèle normal et un allèle délétère, mais cette fois-là, c'est l'allèle délétère qui va dominer. Du coup, l'animal va développer la maladie génétique et il continue à la transmettre à 50%. Donc, au niveau du jargon, on va dire que l'animal homozygote normal est sain et que l'hétérozygote est atteint. Il n'est pas porteur sain, il est bien atteint. Et l'homozygote muté, pareil, il est toujours atteint. Donc voilà, le petit récap maladie récessive dominante. La grosse différence, comme vous le voyez, elle se fait sur l'animal hétérozygote. Je vous apporte juste une petite précision sur un terme que vous pourrez entendre. C'est le terme de maladie codominante pour MDR1. Ici, je l'ai noté en dominant parce que finalement, que ce soit codominant ou dominant, l'animal hétérozygote développe les symptômes de la maladie génétique. Donc, on est bien comme dans le cas d'une maladie dominante. La seule différence, c'est que quand on parle de maladie codominante, on estime que les symptômes d'un chien hétérozygote seront moins importants, moins graves que dans le cas d'un animal homozygote muté. Voilà, c'est pour ça qu'on dit maladie codominante. Mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne de la même façon que dans une maladie dominante. Le chien hétérozygote développera quand même des symptômes. Voilà, c'est juste une petite précision que je vous apporte au cas où vous entendiez ce terme de codominant. Donc pour poursuivre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'on va faire avec ce résultat dans le cadre d'une portée ou d'une reproduction. Donc on repart bien de nos 3 cas, sain, porteur sain, atteint, puisqu'on est dans une maladie récessive. Le cas le plus facile, c'est le cas de 2 animaux sains qui vont s'accoupler et qui donc dans leur descendance vont avoir des animaux, des chiots ou des chatons complètement sains. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Le cas d'un mariage d'un chien hétérozygote ou d'un chat hétérozygote avec un homozygote normal. Vous voyez, dans la descendance, vous aurez la moitié de la portée statistiquement saine et l'autre moitié statistiquement porteur saine. Donc ce cas-là peut être envisagé effectivement lorsque l'animal hétérozygote a également des critères comportementaux, morphologiques très intéressants. Dans ces cas-là, sur un éleveur professionnel, il peut tout à fait décider de le faire reproduire avec un animal sain puisqu'il sait que dans la descendance, il n'y aura pas d'animaux malades à proprement parler. Par contre, il se doit de faire un dépistage sur les chiots et les chatons, les chiots ou chatons, pour savoir quels sont les animaux qui seront hétérozygotes.
Et si ce sont des animaux amenés à la vente, bien préciser à l'acquéreur le statut génétique de l'animal qu'il achète et les conséquences que cela induit. Donc voilà, ça c'est plutôt le type de mariage à conseiller chez un éleveur professionnel qui saura quoi faire après sur la sélection des chiots et des chatons. Voilà. C'est peut-être pas le mariage à recommander pour un propriétaire qui voudrait juste faire une portée, puisqu'après, ça engendre quand même des conséquences sur la portée et ça complique un petit peu les choses pour quelqu'un de novice. Le cas ensuite, le dernier mariage, donc de deux chiens hétérozygotes, on est bien d'accord que deux chiens hétérozygotes vont faire dans la descendance 25% de chiots atteints. Donc, ce n'est pas forcément, vous voyez, le type d'accouplement à privilégier puisqu'on aura dans la descendance des animaux malades. On aura 25% de sains et quand même 50% de porteurs. Donc là, c'est plutôt des mariages à proscrire. Là, dans ce cas-là, je ne vous ai pas parlé du mariage hétérozygote muté parce que évidemment, là aussi, on va faire des chiots dans la majorité à 75% atteints et il y aura que 20% de la portée, 25% de la portée qui sera saine. Donc, je ne l'ai pas précisé ici. Donc voilà, on retient le meilleur mariage, c'est évidemment les chiens homozygotes normaux et pourquoi pas l'utilisation d'un hétérozygote, mais avec une maîtrise derrière sur les conséquences sur la portée. Donc plutôt pour des éleveurs professionnels. Si on se place du côté de la maladie dominante, donc je vous ai rappelé les deux cas les plus importants, je n'ai pas rappelé le cas de l'accouplement des animaux sains puisqu'il ne change pas. Je vous rappelle simplement la petite différence sur les cas des chiens hétérozygotes avec un accouplement sain. Donc, dans la descendance, on aura bien 50% de la portée qui sera atteinte de la maladie génétique, puisque dans ces cas-là, le chien hétérozygote développe la maladie. Et on n'aura que 50% de la portée qui sera saine. Donc, on est bien d'accord que ce sont des portées, des mariages qui ne sont pas à privilégier lorsqu'on est face à une maladie dominante. Et encore pire, lorsqu'on prend un atteint avec un muté, avec un hétérozygote. Donc, ce sont bien deux animaux atteints qui vont faire 75% de la descendance atteinte. On évite cet accouplement à tout prix, ce n'est pas du tout un accouplement à faire. Donc, voilà, si je continue, finalement, ce qui est important, c'est de dire, voilà, si j'ai un élevage ou si je possède déjà un animal qui est homozygote normal, donc qui est sain, surtout, avant de faire une saillie, je demande le statut génétique de l'animal avec lequel je vais faire une saillie. C'est vraiment important pour, entre guillemets, vous assurer que vous aurez une descendance saine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre d'une reproduction avec un éleveur professionnel, ok, pourquoi pas, j'introduis un hétérozygote, mais derrière, je fais une sélection sur les chiots. Par contre, pour un propriétaire lambda, si son animal, à lui, vous avez fait un dépistage, l'animal est sain, surtout, vous lui conseillez d'éviter de faire un mariage avec un animal hétérozygote. Il y a des cas un peu exceptionnels, j'allais dire, comme chez les Golden Retrievers. On sait que la fréquence de la maladie de l'ichthyose est extrêmement élevée. Donc malheureusement, dans ce cas-là, si on supprime tous les hétérozygotes de la reproduction, on supprime 70% du cheptel. Donc là, on est bien d'accord que dans ce cas-là, on ne peut pas supprimer tous les hétérozygotes de la reproduction. Voilà, je dirais que c'est un des seuls cas où on pourrait autoriser un propriétaire lambda de Golden de faire une reproduction avec son chien, même s'il est hétérozygote. D'autant plus que la maladie n'est pas extrêmement grave derrière, qu'elle nécessite une prise en charge plutôt des soins cosmétiques, mais voilà, c'est pas... Dans ce cadre-là, c'est tout à fait possible. Et puis, je vous rappelle que seul le critère génétique ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte, lorsqu'on fait le choix d'un reproducteur, des critères morphologiques et comportementaux. Voilà, c'est vraiment important, je le répète, le critère génétique ne suffit pas à lui seul. Donc finalement, pour finir, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, lorsqu'on a un résultat génétique, j'allais dire le meilleur résultat génétique est celui d'un homozygote normal, que ce soit dans une maladie dominante
ou une maladie récessive et que dans la reproduction, derrière, on est assuré d'avoir des chiots ou des chatons en bonne santé. Et puis pareillement, dans le suivi de l'animal, que ce soit sur du diagnostic ou du dépistage précoce, on est assuré avec un homozygote normal que derrière, il ne développera pas de maladie génétique, enfin du moins celle qui a été recherchée. Donc on arrive au terme de cette présentation. Si vous le souhaitez, donc, je vais pouvoir réouvrir les micros. C'est vrai que je n'ai pas eu de questions particulières en cours de route. Donc voilà, j'ai réouvert les micros. Faites simplement attention quand vos micros sont ouverts. Derrière, on entend ce qui se passe. Donc soyez vigilants là-dessus. Donc je vous écoute s'il y a des questions. Donc, a priori, je n'ai pas de questions. Donc, c'est que l'explication a été bonne. Vous avez de toute façon, si vous n'avez pas de questions tout de suite, mais si vous revenez dessus, vous avez de toute façon la possibilité de nous appeler par téléphone au service client ou alors à contact@antagène.com. Hein, vous avez encore la possibilité de nous envoyer un mail pour poser vos questions. Notre prochain rendez-vous le 24 octobre sur les maladies génétiques présentes dans les races de chiens préférées des Français. Donc ça, c'est un webinaire qui a suscité pas mal d'engouement au niveau des inscriptions. Donc effectivement, les chiens les préférés des Français, ce sont ceux que vous verrez certainement le plus en clinique. Donc, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Nous allons pouvoir mettre fin à ce topo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis j'espère vous revoir le 24 octobre. À très bientôt. Merci. Au revoir.